voilà toute l'équipe des experts automoto, restaurant dîner spectacle du Casino Batelière Plaza. Je vous parle de l'arrobase, bien sûr, et le mardi soir de ces soirées, eh bien, pasta. Venez assister à notre émission, c'est top. Merci à toutes les équipes de ce super restaurant pour l'accueil, un mardi sur deux, pour l'enregistrement de nos deux émissions diffusées chaque vendredi soir. Rappelez-vous, à 19h, vous êtes nombreux à venir nous écouter. Et oui, en prime time, en plus sur Maxi Martinique et en simultané vidéo sur gtmac.fr. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane qui s'associe à moi pour vous fêter, on peut le faire encore, hein. À vous toutes et vous tous, eh bien, une très très belle et très très bonne année, pleine de santé et puis de remplir eh bien, tous les rêves que vous voulez combler cette année 2025, hein, toutes les frustrations qu'on a de 2024, tout ce qu'on n'a pas eu, qu'on avait réclamé en début d'année, rappelez-vous. Je me rappelle de Yona qui réclamait en 2024 beaucoup de choses. T'as reçu ce que tu voulais en 2024 ou pas, Yona? Ben non, GTMAG m'a pas offert 100 000 euros. Voilà. Les 100 000 euros, exactement. Ouais. Puis, On les attend tous. Purée de purée, je savais que c'était ça. Voilà, là, je suis déçue, là, je suis frustrée. Alors que Eric, lui, a eu tout ce qu'il voulait de GTMAG, hein, c'est ça? Tout à fait. Surtout les 100 000 euros. Ah oui, surtout les 100 000 euros de la semaine dernière. Je les ai fait travailler, là j'ai déjà 150 000. Bah, t'as bien de la chance. En tout cas, bah, voilà, on l'a fait. Oui, non, toi, Andrea, 2024, t'as été comblé, j'ai l'impression, hein, quand même. Ça a été une année Extraordinaire. Oui, voilà. Non, mais si, on peut en parler un peu quand même. T'as eu quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. T'as eu un autre personnage, une autre... on peut pas dire personnage. Oui, mais oui. Il y a eu un autre amour dans ta vie, c'est ça? L'arrivée de ma jument en Martinique, ça a été quand même quelque chose d'incroyable. Et quand même, avoir son cheval, c'est cool ça quand même dans la vie. Non, je crois qu'il y a plein de petites filles Non, il n'y a pas plein de petites filles qui rêvent d'avoir son cheval. Ah ben j'en faisais partie. Et ben voilà. C'est trop génial. Donc ça, c'est super. Ouais. Alors, merci à... Alors Nicolas, je t'ai pas posé la question parce que toi, je sais que tu es comblé, tu es blindé déjà. Je suis comblé d'être avec vous, c'est ça. Voilà, c'était ça ton cadeau 2024, c'est ça? Eh oui, c'est ça. T'es trop fort ce mec, je te Il est jure. mignon. Merci à Speedy Martinique, merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane qui s'associe donc à moi pour vous fêter donc à tous et à toutes une excellente année, on l'a dit déjà. Et bien écoutez, moi je vais vous dire que je lancerai l'émission dans un petit moment avec les aides aux automobilistes qui évoluent en 2025. Et oui, ça change encore. Il y a beaucoup de choses qui changent pour les automobilistes en 2025. On l'a vu déjà un peu la semaine dernière, on le revoit un petit peu cette semaine. Andrea Tufano nous parlera donc des voitures plus sûres grâce aux sciences spatiales. Andrea est en orbite ce soir. Et elle nous dira pourquoi elle nous parle de spatial avec la voiture. Ça n'a rien à voir, on ne sait pas. C'est pas si éloigné que ça. C'est pas si éloigné que ça. Et on va justement voir pourquoi. Moi, je trouve que c'est un petit lien un petit peu comme la F1, la Formule 1 qui est un petit peu précurseur de certaines technologies. On va voir que là, c'est le côté spatial qui est... on va voir ça avec plaisir. Satellisé. Éric Rouget nous parlera, parce qu'on avait amorcé la semaine dernière, souvenez-vous, du prix des batteries automobiles qui chute en 2025. C'est peut-être les prémices de prix très intéressants, plus intéressants pour les véhicules électriques. Alors finalement, je ne parle pas de la Renault 5. Je t'avais dit, soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Donc garde-la plutôt la semaine d'après. Donc on va parler du prix des batteries. On va parler du prix des batteries. Bon, ça va, tu avais vu ta chronique quand même. On verra ça. Le mec, il a même pas ouvert son truc, tu sais. Il sait même pas de quoi on parle. Mais non, je plaisante. Au contraire, et je sais qu'il a travaillé dessus parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Yona, par contre, Namrit nous affirmera que l'huile de colza fonctionne très bien dans les voitures diesel. Et oui, on va parler biocarburant. Waouh, l'huile de colza. Pourquoi il y a plein de gens qui achètent de l'huile de colza, je le vois bien quand je fais mes courses. Ça se trouve, c'est pour mettre dans leur voiture. Je suis pas sûr que ça soit très autorisé. On verra ça avec Yona. Enfin, on va quand même parler, pour la petite anecdote, une personne qui prenait la cire des Babybel pour les carburateurs ou un problème pour colmater. Alors, il fallait un sacré paquet de Babybel, mais il m'en a parlé. Ah non, mais c'était c'est l'histoire des cravates avec les 2 chevaux, rappelez-vous. Quand vous aviez un problème de courroie avec votre 2 chevaux, votre 4L d'ailleurs, vous preniez avec une cravate, ça marchait très bien. Une ceinture. Une ceinture et une cravate, ça marchait très bien. On a connu ça, nous, avec Eric, mais bon, c'est vrai qu'on a 80 balais aussi.
Et d'ailleurs, les voitures étaient noires et blancs à l'époque. Je vous parle de temps. Allez. Moins de 20 ans. Il n'y avait pas d'émission radio parce qu'ils étaient muets, d'ailleurs. Bon, les mecs, on n'a même pas commencé l'émission encore. Enfin, se calmer un peu. Hein. Allez, enfin, Nicolas Aron nous expliquera les conséquences de la nouvelle norme GSR2 qui rend obligatoire certains équipements de sécurité dans toutes les voitures vendues en Europe. On en a un petit peu amorcé aussi, pareil, la semaine dernière. On a parlé d'autres choses, mais c'était pas loin. Eh bien, on voit que ça continue et que les constructeurs sont vraiment dans l'embarras, finalement, quelque part. Ben, c'est ça. Maintenant, on va avoir des voitures beaucoup plus connectées et beaucoup plus sécures, normalement. Ah, voilà, c'est ça le truc. Hein. Et puis, si vous êtes d'accord, ben, on remettra en place notre petit jeu, on va dire entre guillemets, des questions qui fâchent. Ah, c'est devenu mon jeu préféré. Elle a kiffé, Andrea, totalement. Elle m'a appelé, tu sais qu'elle m'a appelé toute la semaine dernière pour me dire, bon alors, les questions qui fâchent, t'oublies pas. Je comptais sur elle parce que je voulais appeler aussi. J'en ai une, vas-y, mets là-dedans et tout, vas-y, on va tous. Ah, même qu'elle se réveille la nuit, son copain me l'a dit, pour me dire, m'a fait une question qui fâche. Ça arrive. J'adore. Ça serait intéressant aussi dans le couple de faire les questions qui fâchent. Oh là faire là un là petit, là. un petit bol, une petite boîte sur ce. J'ai un jeu comme ça, moi, si tu veux, je te le prête. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai en plus. Hein. J'adore. Alors, il n'aura pas fallu attendre 2025 pour voir s'appliquer les nouvelles moutures de bonus écologiques, parce que le 29 novembre 2024, souvenez-vous, le décret fixant les nouvelles conditions de cette aide a été publié au journal officiel, Nicolas. Donc ça veut dire que malgré la dissolution au départ, malgré le changement de gouvernement, la chute du gouvernement Barnier, tout ça a quand même été officialisé et que tout ce qui est bonus, ça a été modifié comme prévu par la loi, la nouvelle loi, et que ça n'a pas été stoppé ou mis de côté ou en attente par rapport donc à la chute du gouvernement Barnier. Donc le nouveau montant est donc entré en vigueur le 2 décembre dernier. Il est désormais compris entre 2 000 et 4 000 euros sur les conditions de revenus, contre 4 000 à 7 000 euros jusque-là. Alors, il y a une grosse antinomie, là je vous pose la question carrément. Hein. Donc, alors, il y a une grosse incitation à faire une transition énergétique, donc à acheter un véhicule plutôt électrique, on va dire, hein, même si ça existe. On peut faire une transition énergétique avec d'autres systèmes, comme l'hybride ou comme l'hydrogène, même si l'hydrogène aussi est réservé un peu plus aux véhicules industriels. Mais ça veut dire que à la fois on nous incite à faire notre transition énergétique et en même temps on nous enlève une bonne partie des aides. Alors, on avance qui comprend quoi? Quand il n'y a pas, il n'y a pas. En sachant que pour les motos, c'est fini. Les motos électriques, tout ça, c'est terminé. Les 900 euros pour les particuliers, les 1500 euros pour les professionnels. On l'a vu avec certains clients qu'on a invités ici dans cette émission. Tout ça, c'est terminé. Donc, alors. Et moi, je pense qu'il y a deux critères. Premièrement, il y a peu de sous. Donc, il y a moins d'aides. Et deuxièmement, finalement, on a malgré tout des véhicules de plus en plus propres. Donc, peut-être moins d'intérêt aussi à faire autant d'aides sur des véhicules. Voilà. Alors attends, je voudrais comprendre, des voitures de plus en plus propres, c'est-à-dire, tu me parles de quoi? Des voitures diesel, des voitures thermiques? Je parle des véhicules en général. Il y a déjà quand même malgré tout une évolution sur le taux d'émission. Alors sur le filtre à particules. Exactement. Ouais. Donc c'est pas encore parfait, mais on progresse. Consommation, tout. Voilà. D'accord. Bon, il y en a. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Très perplexe, hein, Jean-Marc. D'accord. Pas très convaincu. Du coup, je suis plutôt d'idée qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse. Voilà. Ouais, il y a surtout 60 milliards à trouver. Il faut se rappeler qu'il y a 60 milliards à trouver et que ce soit M. Barnier ou M. Bayrou, ils ont le même problème. Et il faut faire des économies, forcément. Et donc, vous voyez bien que c'est pas par des baisses de ce style-là qu'on fait des économies. C'est pas par des économies que ferait le gouvernement sur son fonctionnement, etc. C'est plus sur des aides de ce type-là. Vous voyez ce que je veux dire? Eric, tu es d'accord ou pas? Moi, je suis d'accord, mais je pense qu'on a pris du retard un peu sur la transition et que ça ne va pas aider énormément si on n'aide pas ça, justement. En Chine, depuis le début... Si on n'aide pas financièrement, tu veux dire. Voilà, en Chine, depuis le début de la construction des voitures électriques, ils financent derrière énormément. Même les usines, ils financent. Nous, on ne finance pas ça. Donc, est-ce qu'on n'investisse pas assez ou quoi? On va le voir après un petit peu, mais c'est des questions à se poser. Alors, en sachant que finalement, la contrepartie de tout ça, ça serait que potentiellement les véhicules deviennent moins chers, les véhicules de transition énergétique, donc les nouvelles mobilités deviennent moins chères, c'est-à-dire les véhicules électriques en particulier, parce que c'est là-dessus que se sont axés les Européens. Mais déjà, les politiques européennes, c'est sur les véhicules électriques. Si on n'aide pas beaucoup, le prix ne va pas descendre énormément, forcément. Alors, c'est plutôt au niveau de la fabrication que ça joue. On est d'accord ou pas? Avant les aides. Quand la voiture arrive sur le marché, il faut qu'elle ait un certain prix. Pas mal, puisque tu l'as dit, les sommes elles sont assez conséquentes quand même sur les aides. Et là, elles vont disparaître.
Donc ça va rajouter un coût supplémentaire. Est-ce que la baisse de la batterie va suffire à compenser ce coût ? Normalement, par définition, ça doit baisser le coût de la voiture. C'est quasi obligatoire, sauf si les constructeurs ne répercutent pas le coût. Mais c'est pas possible, au contraire. Parce que finalement, comme dans chaque produit qu'on lance sur un marché, c'est la quantité de produits vendus qui fait la différence et qui fait la qualité de la marge. On est d'accord ? Plus on vend de voitures électriques, plus on fait de la marge, même si on la réduit. Justement, tu vois ce que je vais comprendre, mais ça doit être ça. Oui, je pense que oui. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu étager les aides différemment ? Par exemple, peut-être carrément uniquement les consacrer aux véhicules vraiment électriques. Je prends un exemple parce que pendant un moment, effectivement, c'était lié au taux d'émission. Mais peut-être qu'il aurait fallu tout bêtement limiter les aides aux véhicules électriques. En fait, il faut repenser l'économie, je pense, avec la voiture électrique. Et on est loin de le faire encore. Aujourd'hui, par exemple, en Martinique, c'est 5% des gens qui ont fait leur transition énergétique. On compte les entreprises à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que la majorité de la population n'a pas acheté de véhicules électriques, 100% électriques, 5% seulement. Donc, c'est peut-être eux qu'il faut inciter à... Qu'est-ce qu'il faut faire pour que 95% de la population martiniquaise, par exemple, se dise « Mais bon sang, il faut que j'achète une voiture électrique ce matin ». Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense qu'on part de tellement loin en même temps. Il faut des infrastructures... Rien que ça, déjà, c'est un frein. Au-delà de la source énergétique aussi. Hein. Oui, la source aussi. On se dit qu'on achète un véhicule électrique, mais en même temps, à Bellefontaine, c'est du fuel. Il y a 3 pôles. Il y a le pôle financier, déjà, pour passer à l'achat. L'entretien derrière aussi qu'il faut assumer. Et ensuite, les dispositifs pour pouvoir rendre l'électrique accessible facilement et avoir la puissance d'assumer une île entière. Exactement, le réseau norme. Ouais. Donc, si on a les 3 points, on va dire qu'entre guillemets, il n'y a plus d'excuses à ne pas passer en électrique. S'il y a le financier qui est OK, s'il y a les infrastructures et l'énergie, après, c'est du bon vouloir de chacun. Alors, sachez que la prime à la conversion disparaît aussi. Donc, on dit adieu à la prime à la conversion en 2025. Dans les faits, depuis le 2 décembre 2024 d'ailleurs. Hein. Jusqu'ici, cette aide permettait donc aux Français de toucher 5 000 € lorsqu'ils se débarrassaient du véhicule ancien. Donc là, c'est terminé. Wow. Donc la surprime pour la prime à la conversion et la prime au rétrofit dans les zones à faible émission ont également été supprimées. On l'a vu, on en a parlé souvent, la prime pour les motos électriques, donc tout ce qui est nouvelle mobilité à 2 roues, 3 roues, 4 roues moto. Pareil, ça disparaît. Donc les 900 € qui étaient alloués aux particuliers et les 1500 € qui étaient alloués aux professionnels pour acheter un véhicule 2 roues électrique, ça a disparu. Et d'ailleurs, ça impacte immédiatement le marché local en particulier, parce que vous avez vu comme moi qu'il y a de nombre de magasins qui se sont montés pour vendre essentiellement des produits 100% électriques. Ouais. Nicolas. Oui, donc on va pas citer des noms, mais il y en a au moins 3, 4, dont un qui a déjà fermé. Alors c'est vrai qu'il a brûlé à cause des événements qu'il y a eu à Ducos, mais il n'a pas réouvert, et il réouvrira sûrement pas, parce que sans les primes, évidemment, les motos qui étaient à 990 € pour la moins chère sur le marché, la repasse à 2000 €. Donc c'est plus le même investissement. Donc ça, c'est mort aussi. Sachez que, autre changement, cette aide ne s'applique plus aux véhicules utilitaires. Donc terminé, véhicules électriques ou hydrogène, ni à 2 à 3 roues, quadricycle électrique. Donc le bonus écologique 2025 ne concerne plus que les voitures particulières, finalement, électriques ou hydrogène neuves. Voilà. Bon, c'est un constat qu'on fait ce soir, on le fait. Donc on vivra 2025 de cette façon-là. Et il faut continuer à faire la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que ça touche des gens qui ont des difficultés respiratoires, etc. Rappelons qu'on a un problème avec notre planète. Donc voilà, si on fait ça, c'est aussi pour ces raisons-là. C'est pas pour embêter les gens à passer à l'électrique. Puis personne parle là, ça va ? Tout va bien ? C'est en 2025 Maître qui nous parle. Je crois que c'est le moment de lancer la question qui fâche. Non, justement non. C'est assez choquant dans la politique actuelle qui coupe toutes les aides comme ça. Non, c'est vrai que je comprends. C'est un peu désolant. Mais vraiment, je ne comprends pas. Même pour l'écomobilité, comme on a pu le voir avec notre ami Imob qui d'un coup se voit couper de toute aide pour les trottinettes électriques, les vélos électriques, les c'est ce qu'on vient de dire, c'est terrible. Donc c'est des entreprises qui vont s'arrêter. Double langage. Exactement. Alors, justement, grimpons jusqu'au 7e ciel avec Andrea. Ah oui, très bien. J'ai dit, j'ai raté un épisode, mais en fait, non, c'est juste l'annonce changer de sujet. Métaphorique de ma chronique. Alors oui, est-ce que vous savez
Eh bien, un petit peu le sujet que nous allons aborder ensemble. On a parlé d'espace tout à l'heure. Hein. Oui, c'est ça, de 7e ciel, d'espace, vous l'appelez un petit peu comme vous le voulez. De voiture taxi, de taxi volant, enfin de voiture taxi. Non, pas du tout. Alors, je vais vous aiguiller un petit peu. On va parler des voitures qui vont devenir plus safe, donc plus sécures, grâce aux sciences spatiales. Est-ce que vous savez un petit peu comment, pourquoi? Est-ce que vous avez rapidement quelques idées? Des nouveaux matériaux? Ok, oui. Ah, moi, j'ai pas d'idée, j'assume. Ah, d'accord, pas d'idée. Très bien. Mauvais élève ce soir. Bah, il m'a pris ma réplique. C'était Non, mais les matériaux également. ce qui se passe dans l'aéronautique, peut-être, enfin pas dans l'aéronautique, dans le spatial. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte lors d'une conférence de l'Agence spatiale européenne, donc l'ESA, que les participants étudient du coup la manière dont les technologies spatiales avancées peuvent rehausser la sécurité et la performance des voitures en Europe. Donc en fait, justement, cette conférence, elle a permis d'ouvrir les yeux sur certaines techniques, certains matériaux, certaines utilisations qui vont pouvoir bénéficier au secteur automobile. Donc, qu'est-ce qu'il en est? On s'est rendu compte qu'un système d'amortissement conçu pour protéger le contenu des satellites pendant le lancement a été utilisé pour une écurie de Formule 1. Aha. Et justement, ce qui pourrait permettre d'atténuer les vibrations auxquelles les pilotes sont soumis, qui sont des vibrations, on ne parle pas de nos petites vibrations sur les routes mal goudronnées, qu'on se le dise. Il y a des vibrations qui impactent les cervicales, qui impactent le rachis, qui impactent toutes des parties, un bon nombre de parties du corps. Et justement, si on peut améliorer ce concept-là sur des hypercars comme des Formule 1, on va pouvoir le pratiquer également sur une plus petite échelle, sur de l'automobile classique. Donc ça, c'est déjà une très belle initiative de R&D. Et également, les véhicules routiers ordinaires, donc ceux dont je vous parlais, bénéficieront prochainement de systèmes de freinage améliorés fondés sur un nouveau matériau de composite en carbone, donc comme tu nous le faisais allusion tout à l'heure, Eric, qui permettra justement de résister aux températures extrêmes de conduite qui ont été élaborées sur la fusée Ariane. Donc pareil, ça permettra de limiter la casse, de limiter l'usure si les matériaux sont préconçus pour des changements extrêmes de température. Alors c'est marrant parce que d'habitude on est habitué à la F1, c'est la F1 qui distribue en fait ces nouveautés, ces innovations sur les véhicules de tous les jours, les nôtres. Et là, on s'aperçoit que le spatial, maintenant, peut en fait, intervenir. C'est, on va dire, un petit peu la chaîne hiérarchique. C'est-à-dire c'est l'environnement spatial qui va révolutionner certaines technicités de la F1. Et la F1 va pouvoir le réhabiliter justement sur des véhicules du quotidien. Donc je trouve ça vraiment très intéressant d'arriver à entrecouper tous ces secteurs et que cette recherche et développement puisse bénéficier à tous les types de mobilité, on va dire, parce que la fusée reste une mobilité. Alors ça montre aussi, Andrea, c'est très bien ta rubrique, parce que ça montre que ce secteur automobile qui est en pleine difficulté malgré tout, avec toutes les contraintes européennes qui ont été imposées donc à ces constructeurs, ça reste un marché hyper novateur, hyper technique, et c'est un des derniers marchés où l'évolution technologique est à ce point acerbe en fait, au très très haut niveau. Et on cherche en permanence des solutions pour améliorer la sécurité des constructeurs, des conducteurs. Pardon. Et pour finir, parce que je trouve ce point très très intéressant et ça m'a quand même fasciné quand je l'ai découvert, c'est la fameuse peau de détection. Donc vous allez vous dire qu'est-ce que c'est. Alors, à voir comment ça se reproduira dans la vie de tous les jours, parce que là on dirait un petit peu de l'intelligence artificielle, clairement. C'est une peau de détection qui est développée par l'Agence spatiale canadienne pour améliorer la sensibilité tactile des robots de construction orbitale. Donc cette technologie, elle permettrait notamment de créer potentiellement des pare-chocs de voitures intelligents. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Cette peau permettra au pare-choc de reconnaître le type d'objet qu'il aura devant lui et qu'il aura potentiellement heurté et s'adapter en conséquence. Donc s'il détecte un obstacle dur comme un mur, il restera rigide pour limiter les dégâts, tandis que s'il s'agit de quelque chose de souple comme une personne, il se déformera. Donc ça pourrait limiter les dommages corporels, notamment la sécurité du piéton, qui est quand même un des soucis majeurs, de la sécurité routière. Eric, tu voulais dire quelque chose rapidement? Non, ça change du pare-buffle en tout cas.
Pardon. Ah, merci. Ça change du pare-buffle. Oui, il est exactement. encore sur son pick-up Dodge Ram, tu vois, pour aller chasser du bison en. Est-ce que vous êtes d'accord si on Canada. fait une petite pause publicitaire? Bravo encore pour André, on peut l'applaudir bien fort pour sa Merci rubrique à vous. toujours efficace. Et si vous êtes d'accord, on rattaque avec une question qui question. fâche après Ah. la Je pub. peux Ça vous piocher va ou pas? Et tu vas piocher, bien sûr. C'est André qui pioche, avec plaisir. On y va? Allez, on fait la petite pub. À tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Tomoto des Bonsoir. Hello. Antilles. Et voilà. Là, en bonne fait, humeur. malheureusement, il s'est senti un peu seul, donc on va la refaire. Bonsoir. Merci enfin quand même. Ah bah ouais. JM. Ah bah oui, bah oui. Attends. Bon, ceci dit, Parce qu'en mettant, c'est dans l'avion, parce que dans l'avion, tout le monde vient me parler, c'est compliqué. Voilà. Le statut de star. C'est dur, c'est dur la vie surtout d'artiste. pour dire, monsieur, excusez-moi, mais vous ronflez un peu trop fort, genre. C'est surtout ça. C'est. Vous prenez un peu trop de place, voilà. c'est- Oh. Bon, Oula, Andrea, ça va se payer très très cher. J'attends toujours mes 100 000 euros, donc une fois que je les aurai, on pourra discuter. Surtout, merci à nos partenaires Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à gtmag.fr et à l'arrobase du Casino Batelière Plaza. Et on est en train de manger des pâtes ce soir. Et ben, venez dîner avec nous. Franchement, ça vaut le coup. Vous verrez, le chef nous prépare des pâtes magnifiques, super bonnes. Allez, on avait promis, on l'avait dit, on va recommencer notre émission avec cette petite innovation qui sont les questions qui fâchent. Alors bien sûr, je le redis pour les auditeurs. Donc on a une petite boîte avec à l'intérieur plein de petites questions qui sont fermées. On les voit pas, donc en fait, concrètement. Et donc c'est Andrea qui s'y colle et qui va piocher. Non, mais je tiens. Vas-y, pioche. Il a peur que j'embarque tout. Ouais, je veux pas que tu l'embarques. Il y en a qu'une, là C'est bon, impeccable. Et donc, elle va nous lire la question qui fâche du jour automoto, bien sûr. Hein. On y va, c'est parti. Alors, la question qui fâche. On a posé plus ou moins la même question. Hein. Bah, tu peux repiocher si tu penses que... Parce que la question, c'est ma voiture est partageable, je peux la prêter, la louer ou m'en passer. Ah bah, on change, puis on l'a fait la semaine dernière. Alors vas-y, c'est pas grave, c'est parce qu'elle s'est remélangée sûrement, ou on s'en était une deuxième qui lui ressemblait. Ça, c'est On y juste va que j'avais envie de repiocher. Alors, oula, c'est cassé. Alors, la question qui fâche. Intéressant. Très intéressant parce que j'y ai pensé en plus il y a quelques jours. On n'aura pas la question qui fâche. Alors, Les radars doivent impérativement être présents sur nos routes pour notre sécurité. Waouh. Alors ça, c'est la question qui fâche, pour de bon. Pour info, la question que j'avais en tête, c'était d'essayer de contacter justement la DA Louhotte pour essayer d'avoir les chiffres de ces derniers mois depuis les émeutes où tous les radars, ou du moins 90% des radars ont brûlé en Martinique, et regarder le taux d'accidentologie justement. Bah, tu renseignes pour la semaine prochaine. Exactement. Cool. Et je me suis posé la question en me disant, mais ça fait quand même 3 mois, un peu moins, ça fait trois petits mois qu'on tourne, qu'on roule, et il y a eu les fêtes au milieu, le jour de l'an, etc. C'est quand même des zones... est-ce que tu t'es rendu compte sur la route si ça avait changé le comportement des gens? Ah, ça a changé, ça je suis sûr. Voilà. Je suis d'accord avec Nico. ouais. Alors, alors, dans quel sens? Vas-y, dis-moi. Mais je trouve que les gens roulent plus vite, conduisent un peu plus n'importe comment. Ouais. En quelques mois, là, ça a changé littéralement. Ouais. On a lâché les fauves un petit peu. Exactement. On a quand même l'impression qu'on est sur une île. Il y a un esprit. Il y a plus de radar presque sur l'île. Moi, je vais aller plus loin. C'est pas l'île aux fleurs, c'est l'île au radar. L'île au radar, ouais, c'est ce qu'on dit. L'île Alors, je vais aller un peu plus loin pour vous dire qu'il y a un esprit rebelle en fait sur la route qui correspond à ce qui se passait socialement. Et vous avez des gens qui vous font des choses qu'ils ne faisaient sûrement pas avant, des têtes à queue, enfin des choses un peu particulières. Les forces de l'ordre étaient occupées en plus, donc. Ouais, vous l'avez remarqué donc ça. Ah oui.
Alors, mais la question qui est posée, je veux qu'elle la repose. Alors, je vais la reposer. La relire, parce que on va aller au fond de la l'histoire. question qui fâche, les radars doivent impérativement être présents sur nos routes pour notre sécurité. Alors, moi, j'ai mon point de vue. Vas-y. Mais j'aimerais aussi être factuel, parce que j'aime bien être factuel et avoir des chiffres de ces 3 derniers mois, s'il y a eu une recrudescence de contraventions, de radars, enfin, du coup, d'accidents, que ce soit d'accidents, pardon, pas du tout de contraventions, parce qu'il n'y a plus de radars. Je dis n'importe quoi. Justement, d'accidents. Ceci dit, je reste convaincue que les radars font leur boulot et qu'il y a un intérêt de mettre des radars. Ceci dit aussi, les radars peuvent créer des accidents lorsque l'automobile se rend compte du radar et pile pour ils ne doivent pas être nombreux quand même. Ces accidents-là ne doivent pas être nombreux. Parce que les gens, il y a une certaine habitude. Les gens, ils savent où sont les radars de toute façon et ils ralentissent à peu près naturellement. Mais bon, je sais que par exemple en Allemagne, il n'y a pas de régulation de vitesse sur certains axes et les accidents... Très peu d'axes. C'est très peu d'axes et la plupart du temps il y a des travaux donc tu peux jamais accélérer. Moi je l'ai fait parce que j'ai fait des essais pour BMW et le problème c'est qu'on n'a jamais pu avoir un axe c'est presque des circuits, des 130, endroits où 140. tu peux rouler aux vitesses où tu veux. Mais alors sinon, j'aimerais avoir ton avis. J'aimerais avoir ton avis sur les radars. Est-ce que les radars doivent impérativement être présents sur nos routes pour notre sécurité? Alors oui et non. Je me ferai peut-être l'avocat du diable, mais je ne suis pas forcément dans la même mouvance que vous. Je trouve qu'il y avait trop de radars. Des radars, oui, parce qu'effectivement, c'est un dispositif qui va aider à notre sécurité, mais l'excès en tout nuit. Et je pense que c'est pas pour rien qu'Éric donnait un petit peu cette petite métaphore. Ce n'est plus l'île aux fleurs, mais l'île aux 1000 radars, voilà. Parce que on n'en peut plus, voilà. Et contrairement à vous, alors c'est vrai qu'il y aura toujours des profils qui vont se rebeller, qui seront un petit peu contre les règles, pas de souci. Mais j'ai l'impression que justement, les gens ont intégré le fait qu'à certains tronçons, il y a une certaine vigilance à avoir. Et de même, malgré le fait qu'il n'y ait pas de radar, des fois, ralentissent. Mais c'est très clair, c'est un comportement qui est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous prenez les 2 radars de Fort-de-France qui ont disparu, ou à ce niveau-là, on le prend. Moi, je le prends 2 fois, 3 fois par jour. Les gens roulent à 50 km/h où il faut rouler à 50 km/h. J'ai jamais vu quelqu'un passer à 120 km/h devant un ancien radar qui a disparu. Exact. Mais justement, on a ce comportement-là parce que initialement, ces radars étaient présents. S'ils n'avaient jamais été présents, est-ce qu'on aurait été conditionné de la même manière? Je ne pense pas non plus. Totalement. Je suis totalement en phase avec toi, mais justement, ça montre qu'à un certain moment, quand on va vers la suppression en fait de ces radars, on peut aussi faire confiance à un certain moment, même si la confiance n'exclut pas le contrôle, je suis d'accord, mais à un certain moment... on peut s'imaginer que les gens prennent en place des mécanismes, des automatismes. D'ici quelques mois, on va l'oublier qu'il n'y a plus ces radars et ça s'oublie. Enfin, ça s'oublie également aussi vite que ce qu'on l'a appris. Donc à un moment donné, là, on l'a encore en tête parce qu'on a peur d'un jour se réveiller et que le radar soit de nouveau en place et qu'on se fasse prendre en disant ils l'ont remis, j'étais pas au courant. C'est vrai. Mais ce qui est déjà arrivé, de se dire il a la tête coupée depuis. Des semaines, et puis on arrive un beau matin, tout flambant neuf, tout beau, pouf, et puis là, on est à 10 km au-dessus, et hop, on se fait flasher. Mais je pense que si pendant 6 mois, on ne remet pas de radar, du moins aux mêmes zones, je t'assure qu'à un moment donné, une fois qu'on va passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, on va dire mais c'est bon, en fait, je peux... Attention, mesdames et messieurs, Nicolas va parler. Si la question, c'est impérativement, je dirais que non. Parce que c'est d'abord pour moi une histoire de comportement, de responsabilité de tout un chacun. Si je m'arrête vraiment à la question, pour moi, c'est non. Par contre, effectivement, les gens ont gardé l'habitude de ralentir au tronçon où il y avait des radars. Mais parce qu'ils ont peur de voir les radars revenir, ils reviennent. Voilà. Totalement, c'est vrai. Ça, pour moi, c'est un premier point. Mais surtout, je pense que c'est une histoire de bon sens aussi dans les 2 sens. C'est bon sens au niveau des installations de radars. Je pense qu'il y en avait quand même trop en Martinique, c'est mon avis. Mais il faut reconnaître qu'il y avait aussi trop d'accidents. Et il faut rajouter un critère. Le radar sert à quoi? La vitesse, la ceinture, ça dépend. Surtout la vitesse, parce que la pas ceinture encore. En Martinique, c'est la vitesse. En Martinique, c'est la vitesse. Donc, si on parle de vitesse, je dirais qu'il y a un petit peu trop de radar. C'est vrai qu'on a des comportements parfois un peu limites, mais peut-être mieux choisir les emplacements. Parfois, on a l'impression que certains emplacements
sont choisis non pas par rapport à la dangerosité du tronçon, mais par rapport à la capacité à ramener des sous. Il faut dire les choses. Par exemple, celui au niveau des aéroports, les 2 d'affilée avec 2 limitations de vitesse différentes, là j'ai envie de dire, non mais c'est une blague. Tu sais pourquoi on a mis à 70 au niveau de la station? Mais bien sûr, c'est l'accident. À cause de l'accident, bien sûr, l'accident terrible qui a eu lieu, la voiture qui a tué des pompistes. Je suis d'accord pour certains radars. Je trouvais totalement efficace celui du Robert qui était en face de l'école. Là, je dis, là, il était très bien placé. Après, certains, l'utilité peut-être moins. Alors, est-ce que le nombre de radars, moi je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que le nombre de radars finalement, même quand il est important, et c'était le cas, et c'est vrai en Martinique, on ne peut pas dire qu'il y a trop de radars en Martinique, on veut dire qu'il y a un nombre important de radars. Est-ce que le nombre de radars important fait que justement ça descend la moyenne de la vitesse globale du conducteur? C'est-à-dire que quand on sait qu'on prend la route du Lamentin au Robert, ou à Trinité, on va dire plutôt, pour aller plus loin, on sait qu'on va tomber sur 5 radars différents, donc forcément, on tombe la vitesse à 90, voire à 70 quand il le faut, naturellement, et donc ça change notre comportement, puisqu'on sait qu'on va avoir 5-6 radars devant nous. Là encore, oui et non, ça dépend. Je pense aussi que ça concerne les véhicules qui sont responsabilisés par rapport aux problématiques de sécurité routière, mais je pense, malheureusement, je ne veux pas stigmatiser, mais aux motards qui cachent leurs plaques, aux automobilistes aussi qui cachent leurs plaques, etc. Le délinquant va rester délinquant. Eux, ils ne sont pas concernés de toute façon. Eux, ils ne sont pas concernés. C'est l'andouille moyenne. Le mec, il roule vite, il est rebelle, il veut rouler absolument à 130 km/h là où c'est 70. Mais comme dit Eric, celui-là on l'oublie, mais le conducteur moyen, le conducteur lambda, toi et moi, je veux dire, est-ce qu'on a intérêt à rouler à 130 à l'heure là où c'est 90 ou là c'est 70? Combien de temps va-t-on gagner en plus? Combien de temps on va gagner? En fait, je pense que la globalité de la population, elle roule normalement, et puis ça concerne en fait peut-être 5% de la population qui sont souvent les mêmes. D'ailleurs, ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui roulent vite, qui n'ont pas de règles, qui s'en foutent un peu des autres. Qui mettent pas les équipements de sécurité. Je sais pas, moi je pose la question. Mais il y en aura toujours. On vivra jamais dans un monde égalitaire où tout le monde a la même mentalité, la manière de réfléchir. Faut sortir de l'utopie. Un accident de la route en Martinique, 100% des morts, 100%. Ne portez pas la ceinture de sécurité. C'est terrible. C'est pas vrai. Donc c'est terrible. Ça revient. C'est terrible comme statistique. Je pensais même pas qu'on terrible. arrivait encore à ce genre de problématique. La ceinture, ça devient un réflexe. Finalement, est-ce que le radar, ça nous concerne pas nous qui sommes des conducteurs lambda, des bons conducteurs lambda. On n'est pas axé sur la vitesse absolue, etc. Par contre, on est concerné quand on est pressé, quand on oublie parce qu'on est pressé, parce qu'on est en retard, parce qu'il faut emmener les enfants à l'école. Et là, on dépasse presque involontairement, j'ai envie de dire, la vitesse. On oublie les radars et boum, on a une prime. Là, on n'est pas content, on hurle, on est d'accord. Mais finalement, combien tu as eu de PV à cause d'un radar? J'en ai eu quelques-uns, mais c'était les vitesses retenues 71 pour 70 ou voilà. Un peu le tête en l'air. Il y en a? Honnêtement, jamais. Jamais? Radar fixe, jamais. Jamais. Andrea? Pour la première fois l'année dernière. Et alors franchement, ça a été vraiment traître. C'est quand je suis partie en Bretagne chercher ma jument en plus, de nuit, sur une autoroute limitée à 110. Et en fait, il y avait une zone de travaux que je n'avais pas vue de nuit car elle était très mal signalée. Il y avait un radar mobile. J'étais à 90. Non, j'étais à 100. Il fallait que je roule à 90. Et en plus, j'étais contente. Je roule à 100. Au moins, je suis sûre que je dépasse pas. Et paf, le flash. Le radar. Bon. Donc une fois. Ouais. Moi 0 fois, donc vous voyez, bon, c'est pas un sondage, mais bravo. On voit bien que, moi j'ai toujours mes 12 points, j'ai aucun radar, rien. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a acquis l'idée que c'était 90 km/h en Martinique, 70 dans les cas extrêmes, on va dire, 50 bien sûr en ville. Et une fois qu'on l'a acquis et qu'on est bien intégré dans la société, je veux dire, mais complètement, on roule normalement. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est aussi un style de conduite. Moi aujourd'hui, je ne roule pas lentement, mais je roule normalement. Je suis plus pressée d'accélérer fort pour passer. Je roule vraiment normalement. Mais après, il y a des cas un petit peu exceptionnel, par exemple mon cas qui pour moi n'est pas le reflet d'une mauvaise conduite. J'étais même en dessous de la limite autorisée, mais c'était juste une zone de travaux à 23h où il n'y a personne sur l'autoroute, on voit pas, on est juste au-dessus. C'est dommage, mais après je trouve ça quand même limite des fois. Bon, alors moi je préférerais si j'avais le choix d'avoir 4-5 radars pour l'alcool. Ouais, c'est clair. Ça ferait vraiment du bien, je pense. C'est vrai qu'à choisir, si on devait contrôler toutes les personnes qui prenaient le volant au niveau de l'alcoolémie ou la vitesse,
Ouais, parce que surpris, je pense. Les vrais contrôles, ils sont à 14h30, 15h, là, sortie du restaurant, etc. Ça doit être chaud parfois. Donc, bon, bref. En tout cas, j'ai pas réussi à obtenir de satisfecit, on va dire, sur ma question. C'était est-ce qu'il faut les radars en Martinique pour notre sécurité? Oui et non. Oui et non, c'est ça. Voilà, je pense oui et non, c'est mitigé. Il en faut bien les placer et peut-être pas que des radars fixes surtout. En fait, c'est les radars jumelles mobiles qui sont les plus. Il faut mettre les personnes en insécurité un petit peu, qu'elles pensent toujours qu'elles peuvent être. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, parce qu'il n'y a plus de radars fixes. Si demain on enlève la moitié des radars, on les met vraiment à des zones stratégiques pour vraiment limiter la vitesse pour la sécurité même des piétons ou autres, mais qu'on a pour habitude d'avoir des jumelles partout, on sera en alerte. Je pense qu'on sera en alerte. Alors, on clôture le dossier. On n'aura pas la réponse ce soir. Il faudrait qu'on refasse peut-être une rubrique sur les radars. Peut-être que se rapprocher de la DEAL, d'aller voir M. Leroy là-bas, la DEAL, pour savoir s'il veut bien venir dans l'émission, ou alors lui poser la question de savoir comment va être la politique dans les mois à venir sur ces fameux radars, comment ils vont réapparaître. Peut-être qu'Andrea, tu peux t'en occuper, pourquoi pas. Ça serait bien d'avoir cette réponse finalement à quelque part. Même si, le radar réduit la vitesse, il empêche des accidents partout en France, et ici comme ailleurs. Alors, Eric, une batterie achetée, une batterie offerte, c'est ça ? C'est presque ça, les prix baissent. Précipitez-vous. Ça va pas durer. C'est pas sûr. Alors, c'est une tendance quand même très européenne. C'est même une tendance mondiale. C'est une tendance mondiale. Donc, on a eu pendant le Covid une hausse importante des prix des batteries et des prix des matériaux. C'est clair. Et c'est en train de baisser. Donc, plusieurs facteurs. Mais est-ce que, finalement, le consommateur va en profiter ou non? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Donc on a eu une petite partie de réponse tout à l'heure, puisque tu nous as parlé des subventions qui ne vont plus exister. Les bonus, oui. Donc le coût va forcément monter. Est-ce que les constructeurs vont descendre pour faciliter l'achat? C'est moins sûr, parce qu'ils ont quand même des marges à respecter. Nous allons voir aussi que il y a la Chine qui est le plus gros facteur et le plus important, parce que c'est elle qui maîtrise et les matériaux et la construction des batteries. Et d'ailleurs, il y a des gros accords entre les constructeurs européens et les constructeurs chinois. Justement, voilà. Mais est-ce que ces accords vont tenir? Est-ce qu'en faisant ce qu'on fait un petit peu de protectionnisme dans le futur, avec ces fameuses taxes de 35% sur l'entrée des voitures chinoises, est-ce qu'ils ne vont pas nous le faire payer sur le prix des batteries, parce qu'ils n'ont pas du tout la même politique que nous, les Chinois? Un autre souci, c'est qu'ils ont beaucoup aidé leurs constructeurs pendant des années, depuis le début de l'ère électrique, où ils se sont lancés à fond là-dedans, et ils ont beaucoup subventionné. Sachant que les salaires ne sont pas les mêmes non plus qu'en Europe. On a à peu près 150 constructeurs de voitures électriques en Chine. Une voiture sur deux en Chine est électrique. Mais à créer des grosses usines subventionnées, on a trop produit. Donc il y a un stock massif de voitures. Il va falloir les vendre, évidemment. Donc à ce moment-là, peut-être on va avoir des voitures qui sont moins chères, mais qui seront déjà obsolètes, puisque la technologie change tous les 3, 4, 5, 6 mois. Exactement. Donc on se retrouve avec un stock de voitures qui vieillit finalement, quelque part, en termes de technologie, de nouvelles technologies. Que va-t-on faire de ces voitures? Est-ce qu'on va les brader? Est-ce que ça va nous faire de la concurrence pour nos constructeurs européens? Le pire, c'est qu'on va recycler les voitures neuves maintenant. C'est terrible. Moi, je veux une opportunité pour le leasing social, parenthèse. Entre parenthèses, on pourrait faire ça. Pas distribuer les voitures, mais un petit peu quand même. Une autre chose aussi, c'est que les Chinois, on les fabrique de batteries. Et nous avons du retard là-dessus. Ils possèdent des fabriques de batteries, bien sûr. Donc, c'est surtout, Eric, ils possèdent la qualité de fabrication. C'est-à-dire qu'ils ont de l'avance sur les Européens. Mais nous, on devait en faire aussi, également. Oui, alors justement. Il y en avait en construction. On arrête les constructions. Donc, est-ce qu'on va vraiment aller vers la voiture électrique en Europe, finalement? Oui, parce qu'on n'aura pas de batterie. Non, mais je t'explique. Parce qu'en fait, c'est vrai que les constructeurs ont pris des options. Ces options, c'est de passer des accords avec les Chinois et de fabriquer en coproduction, finalement, avec les Chinois, ou utiliser carrément les batteries des Chinois et pas produire de batteries. Oui, mais
ils vont nous donner le prix qu'ils ont envie de nous donner, les Chinois. Ouais, mais enfin bon, on est quand même acheteur aussi. L'acheteur, il a. Si on n'achète pas leur voiture, est-ce qu'ils vont faire des efforts de ce côté-là? Il y a une grosse concurrence. C'est qu'une question financière. Au final, on y va parce que le prix est intéressant. Demain, la France a des prix bien plus intéressants. J'aimerais bien voir si on se tourne toujours. Donc la question posée, du coup, tu as raison, Andrea. Et la question posée, c'est est-ce que finalement, ça va faire baisser le prix alors ou pas alors, est-ce que ça nous reste 3 minutes. Parce que par exemple, il y a d'autres acteurs. Donc c'est par exemple les Américains avec Tesla. Qui s'y mettent là à fond. Donc ils ont baissé les prix. Est-ce qu'on va trouver aussi des gisements de minerais dans d'autres pays que ceux qui sont sous la main un petit peu des Chinois? Donc ça peut faire baisser le coût. Effectivement, le coût va baisser peut-être instantanément, dans quelques mois, dans les mois qui arrivent, mais plus tard. C'est ça le problème. Même les PDG, le DG de Renault, donc Luca de Meo, met en cause la réglementation parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, la réglementation devient très stricte et on a du mal à suivre la réglementation. Et ces réglementations vont avoir un coût, donc qui va être répertorié sur le prix des voitures. Donc on ne pourra pas baisser encore le prix des voitures. Donc c'est tout un tas de facteurs qui va entrer en compte. Et tu penses que ces amendes européennes, elles vont être répercutées sur le consommateur. Tu veux dire les amendes qui ont été faites aux voitures chinoises, c'est ça? Les amendes qui sont... Non, les amendes, parce qu'on ne suit pas la transition énergétique en Europe. On est en retard sur la transition énergétique. Parce qu'on est en retard. Voilà, d'accord. Donc ça va être aussi répercuté sur le consommateur. Ouais. Après, moi j'ai toujours sur le plan de l'économie et sur le plan du marché, le marché il est toujours optimiste parce qu'en fait, il y a toujours un acheteur et un vendeur. Et il y a toujours un prix qui pose problème. Donc l'acheteur, il achète un prix finalement quelque part. On voit bien que ça bloque sur les voitures électriques parce que les prix sont trop hauts. Donc le constructeur, il se dit, mais si je descends mes prix, j'arrive à descendre mes prix, forcément, j'augmente le nombre de ventes. C'est ça le marché. Donc ça veut dire que on voit bien, regarde, en Martinique par exemple, il y a Leapmotor qui arrive. C'est Peugeot qui va distribuer Leapmotor. Je fais une promo ce soir, tant pis. Mais Leapmotor, normalement, c'est une voiture qui doit arriver à moins de 20 000 euros. La T03, c'est une petite voiture citadine. Ça serait la première voiture électrique en Martinique qui serait à moins de 20 000 euros, peut-être 18 000. Donc on voit bien qu'il y a un effort fait par le constructeur, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc pour que les prix soient sur le marché intéressants et pour que le consommateur achète. Mais même le PDG de Stellantis, dit que le coût des voitures va augmenter de 40% en 2030. Le coût des batteries. Donc, bon, c'est pas la tendance qu'on a aujourd'hui sur le marché, mais on va voir. Peut-être qu'ils ont raison. C'est eux qui tiennent les ficelles. Que se passera-t-il dans le futur ? C'est la question qui est posée par Eric et tout le monde va y réfléchir. On y répond après la pub. Peut-être que c'est la réponse, c'est peut-être Yona Namrit qui nous la donnera, puisque finalement c'est peut-être avec l'huile de colza qu'on va s'en sortir. Après tout, les biocarburants, c'est peut-être la solution. Ben oui, aller vers d'autres alternatives. Va savoir Yona, comme on dit. Ça ressemble à la question qui fâche. Ça ressemble à la question qui fâche. On démarre par la question qui fâche d'ailleurs. Allez, on fait une pause de pub. À tout de suite. De retour avec la bande JM sur Maxi Martinique en direct de l'arrobase du Casino Batelière Plaza. On retrouve JM et toute sa bande et on remercie bien évidemment nos partenaires, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et gtmag.fr et l'arrobase du Casino Batelière Plaza. Merci au personnel qui nous sert avec une gentillesse extraordinaire ce soir et comme tous les soirs où on est présent. Donc merci à eux, c'est trop sympa. Alors oui, si vous êtes d'accord, on va parler de l'huile de colza. C'est Yona Namrit qui cuisine pour nous ce soir. Mais avant ça, si vous êtes d'accord, on fait la question qui fâche. Et c'est bien sûr Yona qui va... La question qui fâche. Attention, alors attention, les mains délicates.
et apprêté, on va dire, de Yona. Merci d'avoir remarqué ça. D'avoir remarqué, c'est très important de remarquer la manicure. Ah, bien sûr. Tu remarqueras que tu marques des points. Ouais, mais c'est clair. Assorti à la couleur de sa voiture. Bon, on peut connaître la question qui fâche. Allez, la question qui fâche par Yona Namri. Recentrons-nous. La question qui fâche. Ah. Donc, disons que je suis une femme vénale et que je suis prête à tout pour avoir une voiture de luxe. Alors, est-ce que je suis prête ou prêt à tout? Alors, déjà, quel est le rapport entre avoir envie d'une voiture de luxe et être vénale? C'est les moyens utilisés. C'est un peu ça, c'est vrai, elle a raison, c'est le fond. Est-ce que je suis prête ou prêt à tout pour avoir une voiture de luxe? En fait, je vais aller sur Mime et je vais vendre mes pieds. Tu vendrais ton corps. L'eau du bain. C'est mal me connaître, hein, franchement, Eric. Alors, Nicolas. Le luxe. D'abord, est-ce que tu as une voiture de luxe dans la tête qui te plairait vraiment? Alors. Donc de luxe, c'est-à-dire belle, chère, grosse, rapide. C'est quoi luxe en fait? C'est ça pour moi. Le luxe, il y a l'hypercar inatteignable avec des voitures à des millions d'euros et la voiture qui reste luxe mais accessible. Pour moi, le luxe, c'est d'avoir du plaisir quand je monte dans ma voiture. Partant de ce constat-là, prête à tout, non, parce qu'il y aura toujours une barrière cartésienne, le prix. Bien sûr, l'argent. Voilà. Donc, mais prête à tout, non. Veut dire, qu'est-ce que tu serais capable de faire pour avoir de l'argent? Faire un gros prêt à la banque, non, je sais pas, il y a quand même des priorités. Donc, il y a des gens qui sacrifient une partie de leur loisir pour avoir un gros crédit. Alors, acheter une belle voiture. Il y en a beaucoup et finalement, en fait, effectivement, le débat est super intéressant parce que en Martinique, ça, c'est un vrai débat. Aux Antilles, de façon générale, il y a des personnes qui n'ont pas forcément de logement extraordinaire, mais qui pourtant ont des voitures incroyables. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des personnes dont je ne citerai pas le statut professionnel ou quoi que ce soit, mais qui ont des revenus très limités et que je vois rouler en X6, en Macan, Cayenne, des Mercedes, des GLE, et je me dis, mais waouh, genre quel est le plaisir de rouler dans ça et de rentrer chez soi dans un mobil-homme, en fait, presque. Ouais, les plaisirs sont comme les goûts, les couleurs. Hein. Ça peut être effectivement une. À partir du moment où tu fais de mal à personne, tu vois ce que je veux dire? Tu fais de mal à personne. Imaginons que tu sois célibataire, mec ou femme d'ailleurs, peu importe, mais célibataire, t'as pas de dépenses particulières, si ce n'est de te faire plaisir avec une Porsche, je sais pas moi, n'importe laquelle, 911. Tu m'obliges à réagir parce que pendant 3 mois, on était dans un conflit autour de la vie chère. Donc, soit la vie est chère, soit elle n'est pas chère. Oui, exactement. Et puis j'ai envie de dire, un véritable véhicule de luxe, il faut parler entre minimum, quand même accessible, hein, je ne parle pas des hypercars, tout ça, entre 90 et 200 000 euros à peu près. C'est-à-dire c'est le prix d'un petit appartement. Donc on voit aussi où est-ce qu'on souhaite placer son curseur. Entre rouler dans un véhicule à 90 000 euros, 120 000 euros qui reste... Quand je dis accessible, hein, comme je dis, on ne parle pas de certaines Maserati, Lamborghini, où là on passe quand même sur un budget qui... même sur le haut de la tranche, on n'y arrive pas à avoir accès. Avec quelqu'un qui est en location ou dans des appartements à aide, etc., alors qu'il pourrait être propriétaire et qui est déjà le premier bien et le premier service. Oui, mais le plaisir, qu'est-ce que tu fais du plaisir? Le plaisir sacrifie tout. Le plaisir, c'est le luxe, mais justement, est-ce que c'est une voiture de luxe? Le plaisir, c'est pas le luxe. Yona, tu craquerais pas sur un beau sac Louis Vuitton? Oui, la moto, par exemple, c'est ça? Eh bien non, finalement, tu vois, l'autre jour, on discutait avec mon fils et on gagnait au loto ce qu'on achèterait comme véhicule. Et on a dit, on achète tous les trois, ma fille, mon fils et moi, un van aménagé Volkswagen. Ah, le combi. C'est super, mais c'est royal. Tu vois, pour nous, c'était ça le luxe. Yona, tu craquerais pas sur un beau sac Louis Vuitton? Alors, tant pis, je fais de la pub, à 1500 boules, parce que non, c'est pas ton truc. Chez LVMH, ce ne sont pas mes orientations. Par contre, un bon repas... Voilà. À 1500 € avec. Là, tu es quand même sur un très bon repas, hein, Yona. Alors, pas 1500 €, mais oui, enfin, pouvoir voyager. Oui, voilà, un voyage. Voilà, j'ai d'autres plaisirs que. Je préfère vivre une expérience plutôt que le matériel. Mais en même temps, je comprends ces personnes qui vont peut-être vers ces voitures de luxe parce que moi, je vois là un matériel, là où eux voient une expérience vraiment 360. Mais prête à tout, en tout cas de mon côté, vraiment pas. Comme disait Nico, je le rejoins de ce côté-là. Le luxe pour moi serait vraiment d'avoir le confort
idéal au niveau de ma voiture et pour autant, je ne suis pas forcément obligée d'aller vers des marques. Alors, la question, c'était pas ça. Hein. La question, c'est je suis une femme vénale, qu'est-ce que je suis prête? Non, c'est elle qui a rajouté vénale. Non. Là, c'était une boutade. Comme on a dit, je suis prête à tout pour avoir une voiture de luxe. Donc, j'ai dit, donc, non, mais moi je suis terre à terre. Moi je lis la question, je réponds à la question. Hein. Non, on est bien d'accord. C'était une boutade. On ne parlait pas de femme vénale ou autre dans cette question. C'est je suis prêt à tout. Ou prête. Quitte à sacrifier des loisirs ou des moments avec sa famille pour pouvoir, par exemple, dire on ne part pas en vacances avec la famille, mais on roule dans le dernier GLE ou autre, par exemple. Voilà. Donc qui n'a pas rêvé d'avoir une Ferrari, une belle voiture? Oui, mais déjà faut-il avoir les moyens de l'acquérir. Alors rêver de la conduire, qui n'a pas rêvé de la conduire? Je pense personne, mais qui a rêvé de l'avoir, je suis pas sûr. Moi, je vois tellement de contraintes. Ici en Martinique, voilà, parce qu'on peut. Ici, alors ça dépend. Ici en Martinique, c'est juste impossible. Ouais. Je pense que toute personne sensée n'ira jamais acheter ou alors faire in and out. Je veux dire, on la rentre et on la sort comme c'est déjà arrivé pour la GT4 RS où la voiture est rentrée, elle est repartie. Mais c'est vrai que la Ferrari, des Maserati, des Lamborghini ici, c'est juste impossible. Bon, c'était la question qui fâche de Yonan Amrit. Hein. C'est elle qui a foutu la pagaille dans cette émission avec sa question. La question qui fâche. Donc on ne saura jamais. Moi je vous dis, chers auditeurs, chères auditrices, lâchez-vous. Si vous avez envie d'une Lamborghini, si vous pouvez vous la payer, bien sûr. Si vous pouvez la rembourser, ou si vous avez gagné au loto, faites-vous plaisir. Hein. Mais ceci dit, c'est fortement déconseillé en Martinique. Hein. Bon, pourquoi pas. T'as dit quoi? Un Urus à la rigueur, peut-être. De toute façon, si casse un pare-choc, casse une jante, bonne chance. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. De toute façon, si vous avez cette voiture-là, vous aurez un problème avec la norme GSR2 sûrement, ou Nicolas, je pense. Oui. Tu es d'ailleurs député européen, puisque tu participes au GSR2. En fait, je faisais une boutade, mais quand j'ai marqué GSR2, j'ai eu l'impression que c'était une grande assemblée européenne, là, comme il y en a beaucoup, le G20, etc. Ouais. Donc j'ai marqué sur ma feuille, Nicolas Aron participe au GSR2. C'est ça, tu es député européen, non? Je ne suis pas encore député. GSR2, c'est pas ça. Demain, c'est en phase de formation. Ouais, exactement. Rêver grand. J'y pense. Ouais, il faut rêver grand, c'est important. Moi, j'ai bientôt fait. Non, mais c'est quoi ce GSR2-là, franchement? Votez. Votez Nicolas. Alors, si Nicolas va vite, on aura peut-être la possibilité d'avoir une dernière question qui fâche. Tu peux aller vite. Allez, je fais vite. Je voudrais la question qui fâche. Alors, grâce au GSR2, on risque d'avoir des voitures beaucoup plus connectées et sécurisées. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 7 juillet 2024, les voitures neuves vendues en Europe sont soumises à de nouvelles règles de sécurité strictes. Cette réglementation impose désormais des équipements tels que le freinage d'urgence automatique, l'alerte somnolence ou encore l'assistance au maintien de voie. L'objectif est clair, réduire les accidents de la route et améliorer la sécurité des usagers. Donc ça, c'est de l'IA. Hein. Ça, clairement, c'est de l'IA, mais il n'y a pas que ça. Vous savez que maintenant aussi, il y a la boîte noire qui fait son entrée. Donc l'une des nouveautés les plus marquantes est l'introduction de la boîte noire. Cet enregistreur de données, déjà utilisé dans l'aviation, permettra d'analyser les circonstances des accidents et d'améliorer la sécurité routière. Les données collectées seront anonymisées et réservées aux autorités. Bon, on est bientôt comme dans les avions. Forcément, c'est un coût pour les constructeurs et les consommateurs. On en parlait tout à l'heure avec Eric. Donc cette évolution technologique a un coût et les constructeurs doivent investir massivement pour adapter leurs véhicules aux nouvelles normes, ce qui pourrait entraîner une augmentation des prix à la vente. Les consommateurs, c'est déjà fait. C'est déjà fait, ça risque d'être encore pire demain. Donc, les consommateurs devront donc s'habituer à des voitures plus chères, mais aussi beaucoup plus sécurisées. Mais forcément, il faut une adaptation. Si cette évolution technologique représente un défi pour les constructeurs, elle est indispensable pour améliorer la sécurité routière. Donc, les conducteurs devront également s'adapter à ces nouvelles technologies et apprendre à maîtriser les différents systèmes d'assistance à la conduite. Alors, ça a posé plein de problèmes de livraison en particulier, parce que toutes les voitures qui étaient sorties en 2024 ont été obligées d'avoir ces adaptations particulières, et ça a provoqué des retards de calendrier de livraison gigantissimes. Ça a touché, entre autres, l'IC3, la nouvelle égérie de Citroën, 100% électrique, qui a été livrée très très en retard. Je ne sais même pas si elle est livrée encore aujourd'hui en Martinique. Si, elle ça y est, elle est arrivée. J'en ai vu une sur la route là, voilà. hier. Bon, voilà. Donc tant mieux, parce qu'on était un petit peu en vacances ces derniers temps.
On parlait des radars, mais on va les supprimer au fur et à mesure, en fait, parce qu'avec toutes ces aides, on n'aura plus besoin des radars, parce que c'est la voiture qui, d'elle-même, ralentira. Ça arrivera un jour, c'est sûr. Ça va arriver, c'est obligatoire. Ou alors elle sera carrément... Ça demande un tel investissement que c'est compliqué à faire, mais une fois que ça sera fait, on aura des cellules sur les routes, effectivement, et la voiture ralentira automatiquement. Il y a des voitures qui arrivent à lire les limitations, déjà. Oui, bien sûr, bien sûr. Audi le font. Tout à fait. Des nouveaux panneaux de signalisation connectés qui obligeront toutes les voitures à ralentir. Et puis après, il y a un bug, et là, c'est le carton complet. C'est ça. On a regardé la conduite des femmes en particulier, et donc c'est comme ça qu'on a mis les trois. Tu peux nous redonner les trois. Allez, la conduite des femmes. Alors, très très important, le système de freinage d'urgence automatique. D'accord. Le dispositif d'alerte de somnolence et la perte de concentration, ça surtout pour les femmes, hein, selon JM. L'assistance au maintien de la trajectoire. Tu le suis dans sa bêtise. Selon JM, hein, c'est pas selon Nicolas. Hein, j'insiste, hein, c'est JM. Et il y a un quatrième dispositif, c'est aussi la détection de marche arrière. Non mais tout ça, on est bien d'accord que tout ça, c'est vraiment fait pour le conducteur, vraiment fait pour la sécurité. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait dire pour la femme. Hein. J'ai pas eu un moment de doute, j'ai dit pas vraiment le faire. Vous me connaissez trop pour savoir que c'est pas mon cas. Mais simplement, je voulais vous dire une chose, je vous donne juste un simple exemple. La caméra de recul, rappelez-vous la caméra de recul. Combien de fois on a vu tous ensemble des accidents terribles de grands-parents qui écrasaient les grands-parents entre autres, hein, c'est pas une discrimination, mais qui écrasaient leurs petits-enfants parce qu'ils reculaient. La tortue, le chat, le chien, mais ça, le chat, le chien, etc. Bon, j'ai roulé sur la tortue, j'ai écrasé le chat, j'ai écrasé le chien. Donc tout ça, c'est quand même pour notre sécurité, donc c'est quand même hyper intéressant. Mais ça tombe encore sur le coût du constructeur, évidemment, qui doit faire ces changements, et ça tombe sur le prix du véhicule, évidemment. Alors, et quelque part, ça répond aussi à la question précédente, puisque la sécurité ne devient plus un luxe, puisque ça devient obligatoire. Mais c'est tout à fait logique. Allez, on fait une dernière question. Allez, pour Andrea, parce que évidemment, Andrea, on rêve depuis tout à l'heure. Allez, une seconde question qui fâche. Je sais pas pourquoi, je sens qu'elle va vraiment. Sur quoi on va tomber? Voyons voir. La question qui fâche. Oh là là, ça tombe mal, je parie, non? Je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Alors allons-y. La question qui fâche, mais là c'est quand même plutôt une affirmation. Les femmes conduisent bien plus mal que les hommes. Non, mais sérieux. Mais qui a fait ces questions? C'est une question? Non, vraiment. Non, Nicolas, tu sors. Non, mais que ça tombe maintenant. Non, mais sérieux. C'est incroyable, mais vrai. Je tiens quand même à préciser qu'il doit rester une dizaine de papiers. Hein. Ouais, non, tu veux directement la réponse statistique? C'est tombé dessus au hasard, c'est incroyable, mais ouais. Je la connais en plus. La question qui fâche, et ce n'est pas une affirmation, je le répète. Les femmes conduisent bien plus mal que les hommes. Les femmes conduisent bien plus mal. Elles ont moins d'accidents, c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'elles conduisent mieux, attention. Non. Mais quand même, on n'est pas parité égale. Hein, les femmes, on est quand même en minorité. Ouais. Alors commençons par les hommes, Nicolas. Les femmes conduisent plus mal que les hommes. Non, évidemment que non. Il y a la parité parfaite. Les femmes conduisent très très bien. Waouh. Coucou maman. Il a envie d'inviter Yona au restaurant. Coucou à toutes mes amies féminines. Bon, voilà. Sincèrement, je n'ai pas l'impression que ça soit une histoire d'hommes et femmes. Voilà. Tout simplement. Alors, bien sûr, ça part d'un adage. Rappelez-vous que pendant des années, c'est ce que les hommes laissaient sous-entendre. Alors, c'est une grosse bêtise, parce qu'en fait, si on se plonge dans les statistiques réelles, c'est bien inverse. Hein, on est d'accord, il y a beaucoup plus d'accidents provoqués par les hommes, et on pourrait presque dire que les hommes conduisent bien plus mal que les femmes. Allez, en voiture, Simone. C'est les prises de risque qui sont différentes. Souvent. Alors, c'est ça que je voulais savoir un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Toi, tu disais. Je pense que les hommes ont beaucoup plus d'accidents, beaucoup plus d'accidents corporels et mortels en plus. Mais souvent factuel, encore une fois. C'est souvent dû à la prise de risque. On a parlé des ceintures tout à l'heure, là, des 100%. 100% sont des hommes. Donc voilà. Mais on a encore une question de chiffres. Hein. C'est prouvé. Alors, encore une fois, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas parce que je n'ai pas les chiffres. Mais les femmes ont moins d'accidents corporels que les hommes, et ça, c'est prouvé. Alors, en ce qui concerne... Les femmes, c'est souvent des petits accrochages quand elles sont en train de refaire leurs ongles en conduisant. Alors, regardez. Oui, le cliché. C'est pas bête. Alors ça, c'est du machisme. Vraiment. Tu apprendras déjà, Eric, que les ongles, ça prend à peu près 2 heures à être fait. Hein, d'accord. Et qu'on a un institut, donc s'il te plaît, la voiture. Alors, en ce qui concerne les infractions, les femmes ne représentent que 5% des délits commis sur la route et 37% des infractions de 3e et 4e classe. Donc des amendes entre 45 et 375 €. Donc on voit bien que 5%, c'est pas grand-chose par rapport aux 37%. Donc voilà. Enfin, par rapport à l'ensemble de la population. Pardon. La voiture a été, il faut savoir aussi, ça c'était l'objet d'une de mes toutes premières rubriques ici dans l'émission, le rapport à la voiture, l'homme
pas avec un grand H, l'homme côté avec la voiture. Masculin, a un rapport à la voiture historique qui est complètement dissocié de la femme. Il faut savoir déjà que la femme a eu l'autorisation de passer le permis bien après les hommes, que c'était les hommes qui étaient propriétaires et qui étaient les seuls à pouvoir conduire un véhicule. Donc déjà, le rapport, il est complètement différé et qu'il y a toujours eu un petit peu ce rapport de force et de virilité lié à la voiture où on va faire la course, on va être le premier à partir, le premier à arriver. Souvent également... D'un point de vue aussi corporel, l'homme boit plus qu'une femme. Donc, quand il prend le volant, en général, c'est plus l'homme qui... C'est en train de s'équilibrer. Oui, c'est en train de s'équilibrer. Mais ça reste récent encore. Oui, Ce que je veux dire, c'est que les chiffres également, il y a beaucoup de femmes, comme tu le dis, on voit de plus en plus de femmes boire et surtout des quantités assez importantes comparées à avant. Ce qui n'est pas une bonne chose. Non, pas du tout. Mais après, c'est vrai qu'en termes de comportement, je pense que l'homme aussi est plus... Même si c'est très cliché, mais c'est un fait, un rapport à son véhicule qui est plus exacerbé sur la vitesse, sur la qualité de retour du moteur, sur tester son moteur. Et je pense un homme souhaite plus s'amuser et tester son véhicule qu'une femme qui s'en sert plus d'un moyen de locomotion, d'un point utilitaire. D'un point de vue utilitaire. 67% des points de permis retirés concernent les hommes, sachez-le. Voilà. 95% des délits commis sont des délits, bien sûr, commis le sont par des hommes. Donc, voilà. J'ai bien entendu 95%. 95%. Non, mais c'est quand même incroyable. Non, mais c'est vraiment incroyable. C'est là, les chiffres, c'est même pas elles parlent d'eux-mêmes, c'est écrit. Merci à vous tous. Juste point final, nous sommes des pilotes. Elle a beaucoup d'idées arrêtées. C'est vrai, Andrea, elle sait où elle va. Attention. Donc, si elle pilote, il faut bien la laisser conduire. Il ne faut pas lui dire quoi que ce soit. Moi, j'ai l'habitude, parce qu'on fait des essais ensemble. Donc, voilà. Merci à vous toutes et merci à vous tous d'avoir suivi ce soir les experts automoto sur Maxi Martinique en simultané vidéo sur gtmac.fr, sachez-le. Ce week-end, rendez-vous avec tout le sport sur RMC Antilles diffusé par Maxi Martinique. Et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique du jour. Et juste après, le Super Moscato Show. Et entre les deux, l'émission L'Instant Auto, présentée par moi-même avec un grand plaisir à 7h05 et 8h05 du lundi au vendredi. À vendredi prochain, 19h. Bon week-end. Merci d'avoir été là, les chroniqueurs. Merci à vous, auditeurs, auditrices. À très vite. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Bon week-end. Salut, bye bye. Ciao, ciao.